Comment tu vas, Jérémy? Eh ben, très bien. Je te remercie. Toi aussi, Cédric? Ouais, ça va super. On commence direct parce que on se connaît déjà tous les deux pour avoir échangé à travers les réseaux et puis en visio. Et Ouais. je voulais t'avoir sur le podcast parce que j'aime bien ton parcours de coach. Parce que tu es coach Hmm. évidemment. Et on aura le temps d'échanger là-dessus. Mais avant, je pose toujours plus ou moins la même question aux personnes dès qu'elles arrivent. J'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire en commençant par Il était une fois. Tu me laisses combien de temps? T'as 2 heures. Euh, ouf. Euh, c'est... Il était une fois. Attends, parce qu'il faut pas non plus prendre 1 heure et demie pour ça. Allez, il était une fois un petit garçon qui grandissait beaucoup moins vite que les autres et qui, à l'âge de ses 15 ans ou 16 ans, en faisait 12 et qui, du coup, s'est dit, bah, puisque je suis plus petit que les autres et puisque j'arrive pas à avoir ma place, un jour j'aurai une place extraordinaire. Et ce petit garçon, au début, il a commencé une vie tout à fait normale puisque il a fait des études d'ingénieur agronome, un peu comme son grand-père. Il voulait bosser dans la gestion des milieux naturels et puis c'est ce qu'il a fait en tant que fonctionnaire pendant 10 ans. Et puis, il a commencé à s'ennuyer un petit peu. Et à ses 32 ans, il a eu l'opportunité en fait de prendre une dispo, donc 1 an en off de la fonction publique pour faire quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais qu'il avait eu peur de faire jusqu'à maintenant, c'était de partir tout seul en voyage pendant longtemps. Et donc ce petit garçon devenu grand, hein, parce qu'à 32 ans, ça y est, il avait pris un petit peu de, il avait rattrapé son retard, et a pris un billet simple pour Katmandou pour le Népal et il est parti dans la montagne, faire de la montagne. Et il a dépassé sa première peur qui était la peur, enfin une première peur qui était la peur de partir en voyage tout seul. Et c'est rigolo puisque une fois que le billet a été pris, en fait, quelques semaines après, il s'est aperçu que son super pote avec qui il fait de la montagne, qu'il n'avait pas vu depuis quelques semaines, avait lui aussi posé sa dème et lui aussi partait au Népal. Lui, c'était le 5 octobre et moi, c'était le 8 octobre. Et du coup, on a commencé par faire 3 mois de montagne au Népal ensemble. Donc, Excellent. c'est marrant comment l'univers apporte des choses rigolotes. Et donc, 1 an de voyage entre montagne et puis surf, on va dire, et puis découverte de la spiritualité, du yoga, de la méditation. Tout ça pour finir en Inde, au nord de l'Inde, au Ladakh, à traverser les Himalayas pendant 600 kilomètres, à rencontrer le Dalai Lama en conférence et à me dire que j'allais faire une reconversion en tant que prof de yoga parce que c'était cool et d'aller à Rishikesh, qui est un peu la Mecque du yoga, et d'accepter de me faire offrir du thé par 2 Indiens dans la rue qui ont fini par me faire accepter de les suivre sur un business foireux de transfert de bijoux entre l'Inde et la France et qui m'ont fait croire que finalement on était recherché par la police, que j'avais fait quelque chose d'illégal, que j'allais finir en prison et puis les petits blancs comme toi, ils se font violer et puis massacrer et Hmm. qu'on devait partir en cavale pour se cacher. Et donc on est parti au fin fond du Rajasthan. Et pendant une semaine, ils m'ont fait croire qu'on était recherché. Et puis, tu comprends, on a déjà filé 50 000 balles à la douane. Combien on n'a plus de thunes, combien il te reste sur ton compte en banque pour essayer de les soudoyer, machin et tout. Bah, il me reste 20 000. Et de vider mes comptes en banque. Et une fois que mes comptes en banque étaient vidés, qui me renvoient en France en me payant l'avion, les grands princes. Avec moins 20 000, ils pouvaient se permettre de me payer l'avion. Et, et donc, où ils me renvoient en France en état de stress post-traumatique aigu, avec acouphènes de stress, anxiété, la totale, quoi, insomnie. Et donc, ça, c'était en 2017, fin 2017. Et là, le Jérémy de l'époque, en fait, il s'est aperçu qu'être sage, c'était pas méditer au fin fond des montagnes quand tout va bien. Être sage, c'était être capable d'avoir du recul sur la situation quand c'est la vraie merde. Et il s'est aperçu qu'il était encore très, 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 très loin d'être sage. Et du coup, comme il était loin d'être sage, il a appris une deuxième leçon aussi, c'est que quand c'est vraiment la merde, ou quand tu as vraiment envie d'avancer,
aller tout seul, c'est un peu pas très efficace. Et donc, il a mis son ego de côté. Et il s'est dit, bah là, il va falloir que je me fasse aider parce que j'ai des pensées noires et je commençais à penser à aller en montagne pour sauter. Ok. Donc, soit je le fais, je vais sauter et puis on n'en parle plus parce que je souffre trop dans ma tête, hein. Soit je me fais aider. Et donc, j'ai pris l'option 2, qui était de me faire aider. Et à l'époque, j'ai fait le tour psychologue, centre médico-psychologique et tout. Et finalement, j'ai eu le match avec une hypnothérapeute qui m'a aidé avec le sommeil et qui m'a parlé de programmation neurolinguistique en me disant tu devrais regarder sur Internet, ça devrait te plaire. Chose que j'ai faite. Je me suis aperçu que ça m'aiderait beaucoup à transformer le traumatisme que j'avais vécu, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, bah, ce que j'ai vécu a détruit ma vie est foutue, quoi. Et je suis allé sur YouTube, j'ai commencé à prendre des séances de PNL, à les appliquer sur moi, une, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis au bout de quelques semaines, en fait, ça m'a permis de changer ma perception de ce que j'avais vécu et de passer de ma vie est détruite à et si c'était ce que j'ai vécu était une opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire de ma vie. Et rien que le fait de me poser cette question m'a fait switcher, en fait. Alors que j'avais pas forcément la réponse à ce moment-là parce que j'étais encore dans le dur, je dormais pas très bien, un peu mieux grâce à l'hypnothérapeute, mais encore pas très bien et puis j'avais plus de thunes et puis j'étais encore traumatisé un peu, quoi. Mais ça m'a fait switcher et là, je me suis dit: «Waouh, c'est ouf» et là, j'ai commencé à me passionner de ces sujets de PNL, à aller continuer sur YouTube, à aller voir des potes et des collègues et leur dire: «Vas-y, tu veux pas être mon cobaye?» et de commencer à pratiquer sur eux. Et puis ils ont commencé à me filer des boîtes de pâté et des bouteilles de vin et puis, un jour, il y en a un qui dit: «Bah, combien je te dois?» et puis j'ai dit: «Donne-moi ce que tu veux» et puis ils m'ont filé 30 balles, puis 50 balles. Puis petit à petit, je faisais 100, 200, 500 par mois et puis jusqu'à me dire: «Bah, on va ouvrir le statut d'auto-entrepreneur quand même pour régulariser tout ça» et donc en août 2019, j'ai ouvert l'entreprise, le statut d'auto-entrepreneur. J'étais encore à temps partiel à ce moment-là parce que, bah, j'avais plus de thunes, hein. Et, j'ai commencé à faire du coaching de vie sur tout ce que je pouvais coacher, les danseurs du ballet de Biarritz, des sportifs professionnels, des enfants qui n'arrivent pas à dormir dans leur lit, des gens qui ont eu des traumatismes, des phobies, de l'arrêt de la cigarette. Tout ce que je me sentais de coacher, je le faisais et c'était cool, ça marchait bien. Et en parallèle, je voyais mes collègues au sein de la communauté d'agglomération dans laquelle que j'avais réintégrée, qui souffraient de problèmes de management, de communication. Et moi, j'avais eu l'occasion, avant de partir en voyage, d'avoir une mission de management et de m'être éclaté et que ça se soit vraiment bien passé et de m'être passionné de tous ces sujets. Et là, je me suis dit, ah bah, et si on reliait les deux, en fait, si j'utilisais les outils du coaching pour aider des managers, des directeurs, des leaders à être meilleurs dans leur façon d'appréhender, d'être dans leur relation avec les gens et dans leur leadership. Comme ça aiderait et ces gens et toutes les équipes, toutes les personnes avec qui ils travaillent. Et donc j'ai commencé, petit à petit, à connecter avec des leaders comme ça et puis à proposer des séances de coaching. On en reparlera peut-être, éventuellement, mais et puis de fil en aiguille à commencer à travailler avec des boîtes de plus en plus grosses comme, Decathlon, HSBC, SEB, Calor, les fer à repasser et puis après des groupes de luxe et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà. Accompagné dans, les mondes du luxe, du sport, de la santé, des startups, des dirigeants, des leaders, des managers et leurs équipes à être meilleurs dans leur capacité à communiquer, à l'idée pour que tout le monde y en aille mieux et que de fait l'entreprise aille mieux. Merci pour cette belle histoire. Qu'est-ce que, Avec qu'est-ce, plaisir. qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Ah bah, je pense qu'elle répond bien aux besoins du petit Jérémy de l'époque, qui avait 15 ans et qui qui cherchait à avoir une vie extraordinaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que, tu sais, on a toujours cette vision de l'extraordinaire, doit être extraordinaire en haut, tu vois? Hmm. Bon, bah, parfois, l'extraordinaire, il peut être dans les 2 sens. Il peut être extraordinaire en bas, heu, mais libre à chacun d'utiliser un extraordinaire de bas et de le transformer en extraordinaire du haut. Mais non, non, c'est cool, hein. Ça a répondu, peut-être à mon besoin de reconnaissance de l'époque, heu et aujourd'hui, en plus de ça, je m'éclate dans ma vie donc c'est cool, quoi. Et qu'est-ce qui fait que ce petit Jérémy, il était en difficulté? C'était une question de taille ou c'était plus que ça?
Non, non, c'était une question de taille. En fait, j'avais un retard de. C'est marrant, bah, c'est le premier podcast où j'en parle, mais ta question du début est bien. J'avais un retard de croissance, en fait, un retard osseux, donc j'avais 3 ans de retard, plus ou moins. Ce qui fait que, en gros, à 15 ans, je faisais 11 ans. Et, euh, et du coup, quand tu arrives, quand tu es au lycée, qu'on te dit ah, petit, tu viens visiter. Donc, c'est pas méchant, c'est juste que, en fait, les gens croient que tu as 10 ans, donc forcément. Donc, il faut trouver un autre moyen de trouver ta place dans ce monde que de celui d'être la personne qui est, entre guillemets, à la bonne taille, ou en tout cas à la taille classique de cet âge-là, quoi. Et du coup, cette situation, ce moment de vie, euh, fait que tu as voulu avoir une vie extraordinaire, comme tu le disais, Ouais. qui peut effectivement être vue comme en haut, mais comme en bas aussi, dans le pire, et dans les pensées noires que tu as évoquées. Euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui avoir une vie extraordinaire? C'est une bonne question. Je crois que il y a plusieurs choses qui me viennent, et je pense que ma définition, elle a peut-être un peu évolué au fil du temps. Euh, Tu vois, ne serait-ce que quand je faisais ce voyage-là en 2016, pour moi, avoir une vie extraordinaire, c'est faire quelque chose que 99% de la population ne fera jamais, quoi. Donc, ça avait un petit côté égocentrique, tu vois, genre, il faut nourrir l'ego de t'es au top, mec, tu vois. Et je dis pas que ça a complètement disparu, hein, ça me fait Mhm. kiffer de faire des trucs complètement uniques. Mais je pense que ça s'est enrichi, cette notion d'extraordinaire, par le fait de faire des trucs nouveaux ou à un niveau supérieur au fil du temps, de sentir que bah voilà, je continue à progresser, ou je continue à découvrir, ou je continue. Et du coup, je suis pas dans une routine. Ça, c'est un deuxième truc qui vient compléter la définition extraordinaire. Et le troisième truc aujourd'hui qui vient compléter ça, c'est de sentir que, en fait, je kiffe ce que je fais. Tu vois. Mhm. Et ça, pour moi, c'est aussi une dimension extraordinaire, c'est pouvoir me dire, bah, en fait, attention, hein, c'est pas 100% du temps, quand je dois remplir un contrôle URSSAF, c'est pas le truc le plus kiffant du monde, tu vois. Mais dans l'ensemble, me dire qu'en fait, je suis sur un truc où je kiffe ce que je fais, j'ai choisi ce que je fais, et je travaille avec des gens qui m'inspirent, ça, pour moi, c'est extraordinaire aujourd'hui. Mhm. Je trouve qu'il y a on a beaucoup de similarités sur le côté j'aime bien parce que tu assumes et tu affiches le côté égocentrique, le fait de nourrir un peu l'ego, et c'est OK. Et cette volonté un peu d'être unique. Moi, je sais que Mm. j'ai longtemps eu ça, cette volonté d'être unique, les fameux 99% que tu dis. C'est quelque chose que ça te parle, ce côté être unique? Tu recherches encore briller, quoi, par rapport à d'autres aussi? Euh, Comment dire? Je pense que, je sais pas si tu connais ou si les auditeurs connaissent les profils disques DISC avec les 4 couleurs. Il y a du jaune, Oui. du rouge, du vert, du bleu. Vous irez voir, vous tapez profil disque sur Google, vous verrez, c'est assez intéressant. J'ai une dominante un peu jaune. Donc forcément, dans le jaune, tu aimes un peu briller d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est Mm. gratifiant pour un jaune d'être au devant de la scène, d'être celui qui parle, et celui sur les planches, quoi. Donc oui, alors c'est pas par rapport aux autres, c'est pas pour, enfin, disons que l'idée n'est pas d'écraser les autres, Mm. Bien sûr. euh, mais l'idée est que ma voix soit entendue, ouais. Et donc oui, il y a toujours ça. Après, c'est marrant, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand t'as pas d'argent, tu veux de l'argent, et les pays où les gens, ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont besoin d'acheter une grosse Mercos pour montrer qu'ils ont de l'argent, tu vois? Quand tu as de l'argent, tu as moins besoin d'afficher comme ça, tu vois? Et en fait, c'est marrant, c'est toi qui m'y fais penser comme ça, hein, mais tu vois, par exemple, le fait que ça marche bien et dans mon activité, et aussi, par exemple, sur LinkedIn, tu vois, que j'ai quand même de la voix, de la portée, bah, en fait, ça diminue l'importance de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, bah, c'est bon, je l'ai,
Voilà. Alors, je l'ai pas, je suis pas un inoxtag, hein. Il faut pas déconner, quoi. Avec mes 30 000 petits followers, mais voilà, ça, voilà, ça désacralise le truc, le besoin, et ça fait dire, OK, maintenant, allons se focaliser sur ce qui est vraiment important, c'est l'impact que tu peux avoir Hmm. sur la vie des autres et sur ce que tu veux laisser dans ce monde, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. D'ailleurs, c'est étonnant parce que tu as commencé par parler du profil disque. Et dans Ouais, ma tête, quand je pensais au côté vouloir être unique, ça m'a raccroché à ma propre histoire où la première fois où je me suis dit ça, c'est quand on m'a fait mon profil MBTI, ouais. qui est un cousin, quoi. Donc c'est étonnant que tu parles, tu associes ça toi aussi à un profil de personnalité, en tout cas Hmm. comme point de départ de ta réflexion. Et ouais, c'est très juste. Il y a toujours ce côté un petit peu, on va rechercher ce qu'on n'a pas, et une fois qu'on l'a, on s'aperçoit qu'en fait c'est encore autre chose, et c'est un peu infini. Comment t'impactes le monde ou les gens toi aujourd'hui? Bah, je pense que le premier vecteur, c'est aujourd'hui, je suis papa. Donc, j'essaye d'avoir le meilleur impact possible sur mes enfants. C'est déjà ça, même s'ils sont petits et qu'ils ont 1 et 3 ans. Et peut-être que la première chose pour avoir de l'impact, c'est de leur donner l'amour et l'attention dont ils ont besoin. Attention, je dis pas que je le fais tout le temps bien ou quoi, hein. C'est un boulot de tous les instants. Le deuxième truc, je dirais, c'est via mon métier. Et pour moi, je considère que c'est le meilleur boulot du monde. Pour moi, hein, attention, parce que j'aide des personnes à elles-mêmes avoir plus d'impact et avoir un impact plus vertueux sur les gens avec qui ils travaillent, ils collaborent, ils communiquent. Et quand je vois des clients qui au fur et à mesure du travail qu'on fait ensemble, apprennent à mieux communiquer, apprennent à avoir plus d'influence, plus d'impact, dans le bon sens du terme, hein, quand je parle d'influence. À faire en sorte que ça se passe mieux avec les gens autour d'eux, à faire en sorte qu'eux se sentent mieux dans ce qu'ils font et que les gens se sentent mieux avec eux. Là, je kiffe, quoi. C'est mon, comment on dit, je l'ai en anglais, fulfillment, Je suis nul en anglais. ma, ma sensation d'être rempli et d'être à ma bonne place, là, elle est vraiment remplie, quoi. Et après, quelque part aussi via LinkedIn, où j'ai trouvé un vecteur de communication et de partage qui me convient bien. Et tu vois, quand je reçois des petits messages en message privé de personnes qui me disent: franchement, merci pour ton post parce que je traverse un moment machin et ton post résonne énormément pour moi et ça m'aide à voir les choses différemment et à avancer». En fait, je kiffe parce que je me dis, en fait, tu fais pas ça juste pour avoir des vues ou pour avoir des likes. En fait, tu fais ça pour le truc au départ qui est important pour toi, c'est avoir de l'impact, et via ces petits messages-là, ouais, tu sais que ça vaut le coup de continuer, quoi. Ce serait quoi pour toi j'allais dire la fin de course, ça fait bizarre, mais à quel moment tu considères que c'est bon là? T'as eu l'impact que tu voulais avoir dans une vie? Quand je suis mort. Quand t'es mort, mais ouais, ouais, c'est une réponse. Et avant d'atteindre ta mort, est-ce qu'il y aurait eu un pic où tu te dis, waouh, là, t'es toujours dans cette démarche de progression et Nos d'évolution, limites. nos limites? Ouais. C'est vrai? Nos limites? Ouais, nos limites. Très américain, ça. Très Tony Robbins. Ouais, écoute, Mais c'est cool, hein, moi j'aime bien, hein. est-ce que c'est parce que je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de Tony Robbins pour me former au coaching, pour apprendre et tout? Ou est-ce que c'est aussi ma façon de fonctionner dans la vie où j'aime l'idée de progresser et où j'aime l'idée de potentiel infini, tu vois? Et pourquoi se dire qu'à un moment, en fait, c'est presque un peu flippant, mais Tony Robbins en parle de ce truc-là, tu sais, de l'idée de se dire, «C'est bon, je vais atteindre le graal à un moment». C'est l'effet, retour d'après les gars qui sont allés sur la lune, quoi. Ouais, En fait, ils ont fait le graal et il y a rien d'autre de plus extraordinaire qui peut être fait, et ils finissent dans l'alcool et ils dépriment, tu vois? c'est vrai. Ouais, je vois. Et donc si je me dis: «Il y a un moment où ça va se stopper», ça veut dire qu'il y a un moment où je vais finir, déprimé, me mettre à boire. Alors non, tant que c'est possible de continuer à progresser, à avoir de l'impact, et puis il y a plein de façons de le faire, tu vois? Et pourquoi pas? Ce serait quoi pour toi la prochaine étape? Il y a plein de choses, hem, dans la prochaine étape, dans mon activité en tant que coach, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont
qui ont de plus en plus d'influence en termes de leadership. C'est pas tant que ce qui m'intéresse, c'est pas tant qu'elles brillent ou qu'elles sont importantes ou quoi, c'est juste que plus tu montes dans les organisations, plus potentiellement ces leaders ont de l'impact et de l'influence sur toute la chaîne de l'organisation. Et donc, la suite, c'est de continuer à travailler de plus en plus et alors, pour être honnête avec toi, de travailler aussi de manière plus holistique avec les organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est marrant, c'est pareil, hein, il y a que là que j'en parle, tu vois? Je suis à un pivot de mon activité où je suis en Ok. train de m'apercevoir que donc j'ai commencé par du coaching de vie, puis ensuite du coaching de dirigeants, en coaching individuel et puis ces dernières années, mais ça date de 2023-2024, j'ai eu l'occasion de coacher des équipes, des comités de direction, voilà et puis j'ai eu aussi l'occasion de coacher, entraîner des équipes, tu vois? Et Mm. là, je me dis et je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas mal d'outils dans ma palette qui me permettent d'avoir une approche plus holistique au niveau des organisations. J'ai ma mentor, américaine, j'ai la chance d'être mentoré par une américaine qui a quelques années de plus et pas mal d'expérience de plus et qui m'a fait prendre conscience que: «Jérémy, en fait, au départ, tu es un ingénieur, mais parce que d'abord, tu as un esprit d'ingénieur, tu aimes trouver des solutions, optimiser des choses, faire progresser des choses et dans ta palette, tu as les outils du coaching, tu as des outils de formation, tu as ces outils de structure que tu sors de ton état d'esprit d'ingénieur, on va dire et donc voilà, la suite, c'est ça, c'est d'accompagner non plus juste sur du coaching individuel, c'est d'accompagner les entreprises de manière plus holistique et pourquoi pas, tu vois, en n'étant pas que tout seul, mais en travaillant en équipe, en fait. Ah ouais, intéressant. Donc, peut-être plus sur du coaching d'organisation pour modifier les structures, c'est ça? Modifier le management, modifier les paradigmes, modifier un petit peu C'est ça, les process et tout ce qui est le système aussi c'est en ça place? Ok, et du coup, là, tu peux faire un combo, tu fais du coaching individuel, bien du sûr. dirigeant ou des membres du CODIR, tu fais un coaching du CODIR, tu fais des entraînements, des formations, des suivis, des leaders et ou de certaines équipes. Enfin, tu peux faire plein, plein de choses, tu vois? Tu te limites plus à juste, «Tiens, je ne fais que du coaching individuel». Ah, super intéressant. Ouais. Hâte de voir du coup cette transition que tu opères. C'est quoi ta vision du... Ah, j'avais deux questions entre du leadership et du management. Tu préfères laquelle de questions? Mmh. Du leadership. C'est quoi ta vision du leadership? Ma vision du leadership, déjà, c'est alors, tu sais, tu as toutes les définitions du monde que tu veux Ouais. derrière leadership, hein. Moi, j'aime bien cette idée de capacité à influencer positivement, hem, une personne ou un groupe de personnes ou un groupe ou une organisation, à avancer vers un objectif commun et en trouvant du sens et en ayant l'engagement nécessaire, quoi. Donc, pour moi, c'est ça la définition du leadership, c'est d'avoir cette capacité d'influencer les autres pour, avancer dans une même direction, quoi. Et ça demande des compétences, notamment en matière de communication, en matière d'influence, qui me passionnent et donc voilà. Comment on fait pour influencer positivement sans tomber dans la manipulation qui est le revers, évidemment? Ouais. Alors la réponse très courte, elle est, la première, donc si je te fais une réponse très courte, c'est, tu sais, un couteau bien aiguisé, c'est bien ou c'est mal? J'ai envie de te dire, pour couper du saucisson, c'est très bien, moi qui adore le saucisson, mais pour l'utiliser pour tuer quelqu'un, c'est très mal. Bah, voilà. Du coup, tu viens d'y répondre à ta propre question. C'est que, pour pas tomber dans la manipulation, il suffit juste de voir l'intention qu'il y a derrière. Hmm. Sinon Ouais. ton intention, elle est de faire du bien, bah, tu utilises des outils extrêmement puissants pour faire du bien. Si elle est de pigeonner un petit Jérémy qui est en Inde, et bah, tu utilises exactement les mêmes outils et puis, tu lui pigeonnes ses 20 000 balles, quoi. Ouais, c'est évidemment. J'aime bien le côté, on repart de l'intention, quoi. Exactement, ouais. Donc si tu as la bonne intention, déjà tu diminues complètement, enfin tu diminues drastiquement tes risques de faire n'importe quoi, si l'intention est bonne. Ça veut pas dire que tu vas pas faire n'importe quoi et là on rentre après une fois que tu as la bonne intention, après il faut avoir la bonne stratégie, tu vois? Hmm. C'est comme si tu veux faire bouger la tour Eiffel en la poussant, depuis le pied de la tour Eiffel, tu peux y rester 20 ans, il va pas se passer grand chose parce que ta stratégie elle est pourrie, quoi
Et donc, souvent, on se dit, oui, mais la communication, c'est un peu naturel, tu sais, j'ai appris à parler, je sais parler, donc oui, oui, tu sais parler, mais tu sais pas bien parler. Moi-même, le premier, je sais pas bien parler. Et il suffit que j'aille demander à ma chérie et elle va le valider, tu vois. Et parce que, en fait, très bien communiquer de manière à créer une vraie relation, faire en sorte qu'elle soit constructive et qu'on aille dans le bon sens, c'est pas naturel, c'est souvent contre-intuitif et du coup, ça demande de s'entraîner pour apprendre à faire ça, quoi. Mmh. Et donc la deuxième réponse par rapport à ça, c'est il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner sur 4 choses. Il faut s'entraîner à d'abord, hem, comprendre l'autre et se comprendre, tu vois? Pour savoir ce qui se passe, pour sortir du jugement, pour sortir de ces états émotionnels qui sont pas ressources. Voilà. Une fois qu'on a ça et c'est les 4 vont de pair, hein, mais c'est pas on fait un puis ensuite on arrête et on fait l'autre, c'est ils s'additionnent, tu vois? Une fois qu'on comprend l'autre et qu'on se comprend, bah, il faut maîtriser l'art de la connexion. Comment on crée des vraies relations de confiance avec quelqu'un? Parce que c'est la base de l'influence. Si tu as pas une vraie relation, bah, il se passe pas grand chose, quoi. Et ça vaut, pour du leadership, ça vaut pour trouver des clients en coaching, hein. C'est ultra important ça. Et Je confirme. ce qui nous amène à l'étape 3, aussi utile en leadership que pour trouver des clients en coaching, c'est l'influence. Comment tu aides quelqu'un à voir les choses différemment, à changer son cadre de référence, à changer sa perspective, sa perception des choses. Et après, je dirais, tu as un niveau 4 qui va un petit peu au-delà, qui c'est que j'appellerais moi, comment inspirer, tu vois? Donc c'est de se dire: «Bah, voilà, là, on a créé du changement et comment on inspire ce changement, comment on le rend durable et comment on l'étend à un ensemble de personnes, à un collectif, à une organisation, quoi». Après les 4 accords Toltec, il y a les 4 accords Quanon, du coup. Ouais, peut-être, ouais. C'est bah ouais, tu pourrais presque monter une méthode. J'aime bien parce que en tout cas, je ressens beaucoup ton influence. J'allais dire US, mais c'est pas US, c'est la manière dont et on va y venir après, mais ton parcours d'apprentissage, où très ancré dans la réalité et sur des choses. Tu pars pas sur des métamodèles, quoi. Tu pars pas sur du. Parce que ça, en PNL, on parle beaucoup de métamodèles, de choses compliquées. Toi, Ouais. c'est très ancré dans la réalité. Et on sent que c'est à la fois ton apprentissage, mais aussi et surtout ton expérimentation. Je trouve ça très intéressant. Mmh. Du coup, tu l'expliques de manière simple et compréhensible. Euh, T'as déjà vu dans les leaders que t'as accompagnés des gens extraordinaires? Oui, 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 j'ai déjà vu des gens extraordinaires, ouais, soit dans mes clients, soit dans des et il y a plein de façons d'être extraordinaire, hein. Mais oui, oui, soit dans les clients, soit dans des gens avec qui j'ai eu la chance d'échanger, des gens qui sont à des postes, il y en a certains qui sont à des très, très gros postes et qui ont des visions, c'est un peu la vision idyllique, de ce qu'on attend d'un leader et vraiment qui sont ouais, qui ont une vision très humaine et en même temps qui ont compris que grâce à une vision très humaine, ça soutient la performance, hein, parce qu'il faut c'est pas une association, une entreprise, elle est là pour créer un service ou un produit et pour que l'entreprise, elle survive, il faut que ça fasse du chiffre, hein, sinon ça s'appelle une association, quoi. Hmm. Mais et du coup, c'est intéressant, c'est des personnes, ouais, qui ont vraiment compris la puissance de comment on motive, comment on crée du sens, comment on crée du collectif, comment on emmène des humains et comment on joue les choses d'abord à un niveau humain pour ensuite emmener au niveau des solutions de leur voilà et des structures. Ouais, ouais, j'en ai Hmm. rencontré quelques-uns, ouais. En tant que coach, toi, qu'est-ce qui te touche dans les individus que tu as pu accompagner, qu'est-ce qui te touche? Et forcément, parce que nous, on accompagne aussi des dirigeants, tu sais, en montagne avec les marches Ouais, narratives. Et il y a des parcours comme ça, des personnes, mais pas que des dirigeants d'ailleurs, mais qui nous touchent dans leurs ouais. histoires, parce qu'on va dans leurs histoires. Qu'est-ce qui te touche, toi? Il y a plusieurs choses. Il y a le côté très humain, résolument tourné vers l'humain, ou quoi, qui ont compris que de toute façon une entreprise si tu enlèves les humains, il y a pas d'entreprise donc Déjà. il y a ça. Il y a la capacité de remise en question qui me touche, tu vois? J'avais une interview avec le directeur administratif et financier de Bayer, hem et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait voir, tous ces gens, tu sais? Et puis avec
voilà, Bayer a pas forcément la meilleure presse du monde ou quoi. Non? Et en fait, le gars, il était d'une humanité avec une vision du leadership qui était extraordinaire et avec une humilité, une capacité de remise en question où il m'expliquait son parcours. Il me disait: «Bah, ouais, j'étais au Canada, et puis je me retrouve à devenir, DAF, en Australie et la CEO, de l'Australie m'accueille et me dit: "Bah, bonjour, bah, la première chose que je souhaiterais que tu fasses, c'est que tu prennes un coach"». Et lui, à l'époque, l'avait regardé comme ça en mode: «Qu'est-ce que tu me fais? Tu as vu mon track record, tu crois que moi j'ai besoin d'un coach?» Et elle lui avait répondu: «Bah, c'est justement parce que tu as ce track record que tu as besoin d'un coach. J'investis sur des personnes extraordinaires». Et à ce moment-là, il l'avait mal pris, mais il avait quand même suivi parce qu'il avait pas le choix, quoi. Et il avait pris, un coach et là, il avait compris, en fait. Il avait compris, à quel point se faire coacher pouvait être un catalyseur et de sa vie et de l'impact qu'on pouvait avoir sur les autres et permettre de prendre de la hauteur, du recul, de la remise en question positive et constructive, tu vois? Et c'était chouette parce qu'il me partageait ça, vraiment, bah, comme je te le partage là, en fait, tu vois? Et je trouvais ça chouette, ce mix d'humilité, que tu apprends, hein, tu apprends à et de remise en question, tu vois? Mmh. Donc ça m'inspire. Il y a aussi, bah, forcément du fait de mon histoire, il y a aussi les parcours de résilience en fait qui m'inspirent. Des gens qui prennent des grands coups dans la tête et qu'en font quelque chose de chouette. Quand j'ai l'occasion de rencontrer certains clients ou certaines clientes qui sont dans des phases vraiment difficiles ou quoi et que je vois, parce que c'est eux qui font le taf, hein, moi je suis à côté, mais que je les vois transformer ça en quelque chose de magnifique, ça me touche quoi et ça m'inspire. Ouais, tu as été profondément, évidemment touché par ton parcours. Ce qui s'est passé, c'est Katmandou, c'est ça, hein? Là, c'était en Inde à En l'époque. Inde, pardon, Ouais. excuse-moi. Ça revient beaucoup dans ton récit. Je t'avais déjà écouté dans d'autres podcasts où effectivement c'est présent et t'en as fait ta force aujourd'hui. Euh, c'est quand toi la dernière fois que tu t'es remis en question? Pouah. Hem, heu, il y a quelques semaines là, quand ma mentor, elle m'a dit: «Arrête de vendre du coaching, vends des solutions». Ah ouais? Ah, c'est pourquoi elle t'a dit ça? C'est intéressant ça. Beh, c'est parce que, allez, pour être totalement transparent, elle me disait: «Bah, en quoi je peux t'aider?» Et puis moi, je me disais: «Ah bah, tu sais quoi? J'aimerais bien vendre un accompagnement de coaching à 10 000 balles, pour 2025, ce serait drôle», tu vois? Et parce que c'était le challenge, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pas être très loin au niveau de ces tarifs, tu vois? Et je me disais: «Ah tiens, ce serait un petit step sympa à passer», tu vois? Et là, à ce moment-là, elle me dit: «Mais pourquoi tu veux vendre du coaching à 10 000 balles?» Et je lui ai dit: «Bah, écoute, ça peut être cool, ça peut être le challenge». Et c'est là qu'elle m'avait dit: «Mais écoute, tu as un background d'ingénieur, tu aimes trouver des solutions. Ça fait quelques années que, là, que tu coaches des clients dans des environnements où du coup tu comprends les challenges, les besoins et les fonctionnements de ces environnements. Donc tu as un regard et une vision qui a de la valeur et en plus tu as les outils du coaching et en plus tu as les outils de training d'équipe, machin et tout. Donc arrête de vendre du coaching. Arrête de vendre à l'américaine», tu sais, elle m'a dit: «Arrête de vendre du coaching à 10 000, commence à vendre des solutions à 100 000». Et en fait, elle m'a fait paf dans ma tête, quoi. Et genre, et en fait, pourquoi je dis que c'est un gros moment de remise en question? Parce qu'en fait, pendant toutes ces années, depuis 2018, je me suis positionné comme un coach Ouais, et en fait, là, elle me pousse à me positionner comme plus qu'un coach, tu vois? ouais. Tu serais quoi du coup? Je sais pas, un partner, comme diraient les Américains. Non, C'est beau ça. un partenaire d'objectif, tu vois? Ah ouais, j'adore parce que c'est la capacité de faire simple et d'aller à l'essentiel, quoi. Vends une solution à un problème, quoi. Ça a toujours été que ça, Exactement, l'entrepreneuriat, quoi. Et on a tendance exactement. à mettre des couches et des surcouches de complexité pour des raisons qui nous sécurisent et qui nous rendent confortables. Comment s'appelle ta coach américaine? Elle s'appelle Amanda Setili. Ok. Il faut déjà Ouais, parler US, quoi. Moi, je parle pas anglais, c'est vraiment un problème. c'est Mais sûr que ça aide. ça aide un peu. Bah, faisons cette transition, allons sur ton parcours de coach notamment. Donc tu disais, pour en arriver jusqu'à coacher
aider des leaders à avoir une influence positive sur leur équipe, leur organisation, tout ce que tu fais et ce que tu as fait et qui t'ont mené aujourd'hui à pouvoir proposer 100 000 $ pour une solution. J'y suis En pas pas encore, bientôt, mais bientôt. Mais je suis sûr que ça va arriver. objectif 2025. Tu me diras quand tu l'as fait et tu me diras comment tu as fait, parce que je suis preneur. Mais, Grave. non, mais par ailleurs, c'est un vrai sujet ce que tu viens d'évoquer. Le côté euh, level up là, de la tarification et de passer le plafond de verre, enfin, tout ce que ça amène d'autres sujets évidemment. Mais Hmm. revenons à quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'a séduit, et la première fois qu'on a échangé, et là tu l'as redit, c'est que tu as dit, bon, bah, j'ai connu l'enfer, et puis pour me relever, je suis allé sur YouTube et j'ai appris le coaching, ou la PNL, parce que mon hypnothérapeute m'a dit de. Et waouh, quoi. Si je comprends bien, tu as été sur YouTube, tu as appris, tu as modélisé, tu as fait et tu as vendu. Mais Ouais, limite, la vente a été la conséquence logique. T'as pas cherché à vendre, tu as juste cherché à apprendre. C'est ça, hein, si je comprends bien. ouais, Et ouais. comment on fait ça? Parce que je précise ma question, parce elle est très importante pour ceux qui nous écoutent et ceux que j'accompagne aussi. Dans le coaching, tu le sais, c'est un milieu, comme tous les milieux. Et une des, je sais pas, je dirais pas que c'est une croyance, mais c'est une pensée dominante. C'est un peu la même chose. C'est le diplôme, c'est important, se former longtemps, c'est important. Évidemment que ça l'est. Je dis pas que ça ne l'est pas. Mais quelque part, tu démontres un peu autre chose, toi. Tu démontres on peut apprendre seul, côté un peu autodidacte. On peut aller tester sur le terrain et faire des choses extraordinaires. Du coup, tu penses quoi de tout ça, toi? C'est quoi ta vision? Et comment t'as fait pour faire ça, quoi? Ouais. Je pense que, en fait, les deux approches sont, sont parallèles, on va dire. Pour moi, en fait, YouTube me convenait très bien puisque j'ai besoin d'apprendre à mon rythme et d'aller chercher l'information qui va me plaire à moi. Et le rythme est très, très important pour moi. C'est-à-dire que si je suis pas sur mon bon rythme, je vais être frustré. Ça, dans le disque, c'est mon côté rouge, là. J'ai besoin que ça avance à mon rythme et de pas être frustré, tu sais? Quand je suis derrière une voiture, faut que je travaille mon état émotionnel, tu vois? T'es Marseillais ou quoi? Tu klaxonnes. Non, je suis parisien à la base, enfin même pas, Ah, bah, c'est pareil. banlieusard, tu vois? Je suis banlieusard et heu et tu peux vouloir, avoir besoin de plus de structure, de cadre et ce qui permet de voilà, de s'affranchir, d'aller chercher par soi-même et tout, en allant chercher une formation, et c'est très bien. Hem, je pense que dans les 2, il y a quelque chose d'ultra important et j'oserais dire si pour ceux qui cherchent une formation ou qui sont en train de se poser la question, allez vraiment regarder la quantité de temps que vous allez passer à pratiquer, en fait. Hmm. Parce que ce soit en autodidacte ou que ce soit la formation, lire un bouquin, ça sert à rien. Enfin si, 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 Gaffe, c'est hein, c'est stimulant. important les lectures. C'est stimulant de lire, un bouquin, voilà. Complètement. Heu, mais stimulant, c'est juste, je sais plus il y a une phrase comme ça qui dit, «La connaissance, c'est du divertissement, appliquer la connaissance, c'est le pouvoir». Hmm. Voilà. Donc, lire un bouquin, c'est du divertissement et ça devient vraiment quelque chose de puissant à partir du moment où tu commences à en faire quelque chose. Et donc, que tu sois en formation ou que tu le fasses comme moi, je pense que c'est la clé, c'est de tout de suite mettre en application. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce qu'il y a plein de gens et par contre, ça peut être un des gros biais des formations que je vois, chez les coachs qui suivent des formations et qui sont certifiés, c'est qu'ils font une formation de 6 mois, 1 an, mais bon, ils font pas 35 heures par semaine, hein. Et puis à la fin, ils ont un certificat où il y a marqué coach pro. Oui. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont un nombre insuffisant de pratiques Mhm. accolées à coach pro. Et en fait, il y a un espèce de syndrome de l'imposteur qui se met en place parce qu'ils sont censés être coach pro parce qu'ils ont le certificat, mais en fait, ils n'ont pas suffisamment de pratique pour avoir la confiance d'être coach pro. Et Mhm. du coup, il y a un effet pervers de cette certification. Attention, je ne dis pas que j'ai raison, hein, je dis que c'est ce que j'observe, tu vois, où en fait, ça frise les gens. Ah bah oui, mais je suis censé être pro maintenant, je suis censé réussir et tout. Bah ouais, mais en fait, tu n'es pas censé, en fait, tu n'as juste pas assez d'expérience, donc il va falloir que Mhm. tu ailles au charbon et que tu arrêtes de dire que tu es coach pro et que tu dises que tu t'entraînes, quoi. Mhm. Et voilà, enfin, c'est ma perception. Et pourquoi je partage ça? Parce qu'en fait, ma perception, dès le début, a été tout le temps de me positionner comme quelqu'un qui apprend. C'est-à-dire que j'allais sur YouTube
Je prenais, au début, c'était la PNL, puis la PNL m'a amené au coaching et puis à plein d'outils divers, mais c'était tout le temps la même approche. Je découvre un truc de PNL, genre les ancrages, tu vois? Ouais. Truc basique. Je scripte tout ce que dit le coach PNL, tout ce que dit le client et tout. Je prends ma petite feuille, je vais voir un pote ou un collègue, je dis: «Tu veux pas être mon cobaye? Je veux tester». Tout et j'ai tout le temps fait, tout le temps comme ça et genre, encore aujourd'hui, j'ai des clients, ils me payent une blinde et des fois, tu vois, j'ai découvert un nouveau truc parce que, bah, forcément, je continue à me former et tout. Puis à un moment dans la séance, je fais: «Ah la vache, ça pourrait bien marcher, ce truc que j'ai vu là» et je dis à mes clients, je dis, et pourtant là, ils me payent une blinde, hein On teste. et je leur dis: «Waouh, j'ai un truc là, je l'ai jamais fait. Ça te dit d'être mon cobaye là-dessus?» Et en fait, ils adorent et en fait, le gros avantage, c'est que ça m'enlève de suite le stress d'être, le coach génial, pro qui réussit tout puisque je suis en mode, j'apprends, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, justement là, pour ces trucs de passer de 10 000 à 100 000, ma coach, elle m'a dit, «Prends un bouquin, ça s'appelle Value Based Fees, troisième édition, d'Alan Weiss, qui est un des papes du consulting». Elle me dit: «Tu le lis et puis tu appliques», tu vois? Donc j'ai acheté le livre et puis je l'ai lu et du coup, qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de connecter avec une boîte qui me demandait au départ juste un petit truc et puis on a été creusé et puis on s'est aperçu que les besoins étaient plus globaux et puis on est en train de construire une offre holistique. Donc c'est plus juste une journée, c'est toute une offre, tu vois? Mais en gros, qu'est-ce que je fais? Je prends le bouquin, je bourrine j'écris tous les trucs, qui me semblent importants et après qu'est-ce que je fais? Bah là, j'ai trouvé une occasion parfaite d'appliquer et je leur dis en plus, mais je suis transparent, tu vois? Pourtant c'est du business, tu vois là? Et c'est du business potentiel, mais je leur dis, je suis: «Ah ouais, non mais je suis en train de développer une nouvelle approche et tout et vous êtes un peu mes cobayes et tout» et c'est génial et en fait, C'est j'ai toujours eu cette approche. ouais, ouais, ouais. Mais moi ce que je vois là, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, tu as cette capacité à passer de la théorie à la pratique rapidement. Tu as développé t'as une capacité de modélisation et d'expérimentation que pas tout le monde a. Je Mmh. pense que c'est une des zones de génie. On peut parler, quand je dis zone de génie, c'est là où tu es à l'aise et que tu aimes bien faire ça, Ouais, quoi. ouais. Que tu sais bien faire. Il y a une deuxième chose, c'est que quelque part, ce que je comprends à chaque fois, c'est que tu te mets dans la posture du j'apprends, donc je me mets un peu Mmh. en dessous de la personne en face de moi pour pas tout de suite être dans le syndrome de l'imposteur. En fait, parce que le Exactement. syndrome de l'imposteur, tu l'as pas, j'ai l'impression. Ce que tu Bah fais non. là, on peut se dire, mais attends, mais moi j'aurais peur d'échouer, quoi. Tu vois, de me dire, imagine, je me plante. Mais comme tout de suite, tu brises ça en disant, on peut tester, donc si t'échoues, c'est pas grave. J'ai l'impression que tu as mis en place un scénario qui permet ça. Beh, exactement. Il y a 2 choses dans ce que tu dis, tu sais? Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune qui voulait se lancer dans le coaching. Ouais. Qui avait, qui avait pas encore commencé sa formation, mais elle voulait découvrir les outils et tout et puis c'était en quand je faisais encore un peu du coaching de vie, je lui dis: «Vas-y, je t'accompagne». La première chose que je lui ai dit, c'est: «Tu sais quoi? Avant de commencer ta formation, je vais t'apprendre à coacher en une séance, puis après tu vas aller coacher». Il me dit: «Mais non, mais c'est pas possible, machin et tout». Et parce que tu me dis: «C'est ta zone de génie», mais en fait, je pense oui, parce que forcément maintenant, vu le nombre de fois que je l'ai pratiqué, c'est devenu ultra facile. Je pense que et pour tes auditeurs, il y a un truc vraiment important, tout est ancré, derrière les croyances qu'on a, tu vois? Ouais. Genre: «Ah, j'ai pas le droit d'aller tester, si je suis pas, si je maîtrise pas à fond». Mm. Bah, forcément, si tu as cette croyance-là, tu es dans la mouise pour rester poli, quoi. Et cette nana, du coup, je l'ai coachée. Je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? On va développer un framework ultra simple de coaching», tu vois? Un truc, que tu peux apprendre en 1 heure puisqu'on a qu'1 heure là, enfin 1 heure et quart, tu vois? Et donc, je lui ai montré le framework et puis après je lui ai fait pratiquer sur moi, tu vois? Pendant une demi heure. Puis je lui ai dit: «Maintenant, tu reviens pas me voir tant que tu as pas coaché 5 personnes». Et je lui ai donné le script. Je lui ai dit: «Comment tu vas faire pour aller trouver 5 personnes à coacher?» Tu vas juste dire: «Ah bah, tu sais quoi? Je suis en train de préparer là, je vais me lancer dans une formation de coaching, mais je me suis fait coacher pour apprendre, les bases du coaching et je cherche, des cobayes pour, pour tester mon approche. Est-ce que tu Mm. connaîtrais quelqu'un qui serait motivé?» Et ouais. Là, vous pouvez faire play, vous pouvez faire pause et vous revenez en arrière et vous Mais écrivez c'est exactement hyper ce que je viens de important. dire. Je vais rebondir après là-dessus, mais c'est hyper important. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, elle a fait ça et puis, 3 semaines après, enfin 2 semaines après, elle m'a écrit: «C'est bon, j'ai fait les 5». Et puis, ensuite on a
amélioré en fait le process, on a affiné des choses et tout. Et puis après, c'était fini. Et après, 6 mois plus tard, elle s'est lancée dans la formation. Et elle m'a envoyé un message qui était ultra touchant. Elle me dit, franchement, merci du fond du cœur. Tu m'as permis de découvrir ce que t'es le coaching et du coup d'arriver dans la formation en ayant déjà une expérience et tout, et donc d'être à un niveau de conscience complètement différent de ceux qui n'ont jamais testé quoi que ce soit, et du coup de poser des questions très pratiques, qui m'aident énormément, alors que sinon j'aurais été un peu le lapin dans les phares de la voiture qui découvre tout d'un coup, quoi. Mhm. Non, mais on retrouve ton côté ingénieur, effectivement, dans tout ça, mais ouais, c'est super pertinent dans ce que tu lui as fait vivre. Il y a vraiment ce côté, moi, il y a toujours trois clés dans le coaching, c'est prise de conscience, on change les perspectives et on va se confronter à la réalité pour se mettre en mouvement. La réalité va venir ancrer de nouvelles émotions, ancrer un petit peu de nouvelles croyances. Et je ressens ça dans ce que tu fais. Euh, et, il y a un truc alors oui, évidemment, très très juste. Allez demander aux personnes qui veulent se faire coacher, vous allez voir, vous aurez plein de retours. Mais parce que c'est très intéressant la manière dont tu le dis, dont tu l'as fait, c'est le côté, tu montres pas de blanche, quoi. Et souvent les gens ont peur de dire, mais si je dis que je débute, ils vont pas. Non, non, dis-le, libère-toi de cette. Parce que tu as un truc qui t'empêche de le faire, libère-toi, Ouais. vas-y. Et toi, tu es capable de le faire quand même. Tu es capable de dire, je vais coacher des leaders, nanana, et en même temps, on retrouve ce côté remise en question qui a l'air d'être important chez toi. Humilité, du coup, qui a l'air d'être une valeur très fondamentale et très forte chez toi. Et ça, c'est cool. Et il y a une question que je veux te poser par rapport à tout ça. Il y a plein de Mhm. gens qui ont peur de l'échec. Et la peur de l'échec, comme les syndromes d'imposteur, empêche de faire ce que tu as fait, ce que tu fais. À savoir, j'y vais, quoi. Tu vois, allez, on y va, quoi. Parce que l'apprentissage va. Quel conseil tu donnes aux personnes aux coachs, tiens, qui ont peur d'échouer? Déjà reconnaître que c'est humain et que c'est normal. Mhm. Quand j'ai lancé, là, il y a quelques semaines, mon offre holistique, et on est sur du 5 chiffres bien tapés, hein. Heu, j'ai fait une insomnie, la veille, et d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus, quoi. Donc déjà, c'est normal d'avoir peur, et si tu as peur sur un truc qui t'excite ou qui t'inspire, c'est sain, c'est normal et c'est bon signe, tu vois? Donc Mhm. déjà reconnaître ça, et ensuite passer, tu sais, il y a un bouquin, très bien de Carol Dweck qui s'appelle Mhm. Mindset, et qui t'explique que tu as 2 façons, enfin, il y a 2 façons, il fait un système simple, hein, mais soit tu es dans l'état d'esprit fixe, genre: «Je réussis ou j'échoue, je suis bon ou je suis mauvais», et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est d'être bon, parce que sinon, bah, tu es nul. Ou alors tu es dans un état d'esprit de croissance, où là, en fait, l'important, c'est pas de réussir, l'important, c'est de progresser, et je pense que si tu te rappelles que, tu vois, j'avais peur à ce moment-là, et quand j'avais peur, c'était parce que j'étais en mode état d'esprit fixe, tu vois? Genre: «Oh mais là, il faut que je réussisse». Mhm. Puis après, je me suis rappelé une chose, je me suis dit: «Eh mec, c'est la première offre que tu fais comme ça. Genre, tu crois que tu vas réussir du premier coup? Non mais tu t'es pris pour qui?» Et du coup, je me suis marré. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est plus l'important, c'est pas de réussir mon offre ou de la foirer, c'est juste de progresser sur le chemin», tu vois? Mhm. En fait, ça m'a détendu, et du coup, le lendemain, j'ai arrêté de procrastiner, j'ai finalisé l'offre et je l'ai envoyée, tu vois? Ouais. Et je pense que ça, c'est une clé, c'est juste se rappeler que tu ne peux échouer que quand tu es dans un état d'esprit fixe, Ouais. et ça arrive d'y être parce qu'on est humain et c'est normal, c'est pas grave, tu vois? Donc il suffit juste de le reconnaître, juste se réveiller, genre: «Ah ouais, j'ai peur d'échouer, état d'esprit fixe, je crois que la vie, c'est être bon ou mauvais». Hop, juste on prend un peu de recul et on dit: «Non, non, en fait, la vie, c'est comment je peux m'améliorer par rapport à hier et comment je peux être meilleur demain». Et après, si tu cumules ça sur ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire être, complètement transparent sur le fait que, bah, tu es pas le meilleur et que machin et tout, ben, en fait, tu sais, souvent tu le dis, quand je le disais aux gens, et je pourrais en parler de comment j'ai fait pour rentrer dans des grands groupes et coacher des leaders, parce qu'au départ, moi, je suis ingénieur agri, fonctionnaire pendant 10 ans, hein, donc coacher les comités de direction de groupes de luxe, c'est pas trop le CV idéal au départ, tu vois? Mais en fait, c'est tout le temps ça, et ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ce genre de phrase qui est, bah, voilà, je suis en train d'apprendre, de progresser. En fait, ça a autant d'impact pour les autres que pour toi. Tu es en train de te faire une auto-hypnose à ce moment-là de: «Hey, désenfle tes chevilles là,
Hmm. De toute façon, tu es loin d'être le meilleur, donc commence par le commencement et ça ira bien. Et en fait, le fait de le dire aux autres comme ça t'oblige à te dire, bah ouais, en fait, il n'y a pas de sujet de est-ce que je vais réussir? De toute façon, je suis une brêle pour l'instant. Ah, mais c'est. Et moi, j'aime bien dire aux personnes, tout ce que tu fais, tu le fais pas pour tu le fais pas pour un résultat sur l'action qui arrive, mais tu le fais pour avoir des résultats futurs, une forme d'effet cumulé, tu sais. Donc, mets de la Ouais. distance émotionnelle avec l'action qui vient. De toute façon, c'est un chemin, et c'est effectivement ce que dit Carol Dweck qui est hyper pertinent. Comment tu fais pour rentrer dans les grands groupes alors? Raconte-nous. Donne-nous ton secret. Bah, je t'ai tendu la perche. Ben voilà. Mais je pense que c'est un, tu vois, si je devais, je pense que ça arrivera dans quelques années, je suivrai un peu ton chemin, tu vois, mais si je devais accompagner des coachs là-dessus, vous pouvez encore une fois faire pause, prendre vos crayons et tout, parce que je pense que ça vaut un peu ça vaut le coup de mettre de la valeur sur ça. C'est encore une fois d'avoir une approche. Le sujet qui intéresse le plus chaque être humain sur cette terre, tu sais ce que c'est? Attends, j'essaie de savoir. Le sujet qui intéresse le plus chaque être humain sur cette terre. Il y a tellement de réponses possibles. Le bonheur, le bonheur, non, le sens, c'est quoi? Non, Le c'est saucisson. lui-même. C'est lui-même, c'est vrai. Derrière Hélène Ségara. Merci, voilà. T'as les refs. Oui, c'est vrai, t'as raison. On est très, très autocentré en fait. T'as raison. Et c'est normal. Voilà. Et donc, le sujet qui intéresse chaque être humain le plus, c'est lui-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au tout départ? Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je veux accompagner des leaders, mais mon CV, enfin, voilà, j'ai pas le background, j'ai pas le réseau, j'ai pas le CV, j'ai rien du tout. Donc, il va falloir que je découvre le monde de ces gens-là. Hmm. Et quoi de mieux pour découvrir le monde de ces gens-là que de faire une étude à propos de leur monde et de leur vision et de leur challenge et donc, comment j'ai commencé? Deuxième chose importante, on est tous reliés à Barack Obama par 5 poignées de main. Donc, c'est impossible que tu aies pas dans ton réseau une personne qui connaisse le type de personne que tu veux toucher, tu vois. Hmm. Et comment j'ai commencé? J'ai appelé un pote du lycée, un pote et 2 potes de l'école, qui avaient des postes de manager, mais middle management, hein, ils n'étaient pas des grands leaders et tout. Et en soirée, on avait discuté de la vision du leadership et tout, on accrochait bien tous. Donc, je leur ai dit, tu sais quoi? Je lance, je veux travailler avec les leaders maintenant, donc je me repositionne en tant que leadership coach. Mais pour ça, comme j'ai pas d'expérience, j'ai besoin de comprendre un petit peu les besoins, les challenges et la philosophie de ces personnes. Donc j'ai besoin d'interviewer des gens comme ça et j'ai pensé à toi parce que j'ai trouvé ça chouette, un peu les discussions qu'on avait en soirée, machin. Est-ce que tu serais OK pour que je t'interviewe sur ce sujet? Forcément, c'est tes potes, donc ils disent oui. Je les interviewais. 30 minutes, enfin 30 minutes qui se transforment en 1h30 parce que comme tu fais parler les gens d'eux-mêmes, bah, ils adorent parler d'eux-mêmes, tu vois? Et au bout de l'interview, je faisais 2 choses. La première chose que je faisais, c'est je disais: «Bah, merci pour tout ce que tu m'as partagé, c'est de l'or donc en échange, je t'offre une séance de coaching». Première chose. Et la deuxième chose que je faisais, c'est je demandais: «Qui est-ce que tu connais personnellement, qui t'inspire en matière de leadership et qu'il faudrait que j'interviewe et pourquoi il faudrait que j'interviewe cette personne?» Ça, c'est la question à 1 000 000 €. Hmm. Ils te parlent de leur mentor. En plus, du coup, ils te font la mise en relation, donc forcément les mentors, ils disent oui. Et les mentors te parlent de leur mentor et tu finis à interviewer le numéro 2 de Decathlon Monde, DRH de Decat, Bayer, HSBC, Seb Calor, les grands groupes, machin et tout. Puis une fois que tu as interviewé ces gens, et c'est tout le temps la même chose, tu les interviews, tu leur vends une interview de 30 minutes et eux te prennent 1h30 parce qu'ils adorent parler de leur vision sur ces sujets, de leurs challenges, de leurs trucs et tout. Une fois que tu les as interviewés, que tu leur as offert une séance de coaching, bah, il se passe 3 choses possibles. La première, c'est comment on fait pour bosser ensemble? Hmm. La deuxième, c'est franchement, j'ai adoré, comment je peux t'aider, pour ton programme de coaching que tu es en train de construire? Parce que dès le départ, mon message, c'était: «Je suis en train de construire une offre pour les leaders», hein. J'étais totalement transparent, tu vois? Mais je cherchais pas à leur vendre, tu vois? Je cherchais juste à les positionner en mentor pour qu'ils m'aident à construire cette offre. Et c'est ça le truc que la très grande majorité des gens n'ont pas compris, c'est il y a quelqu'un qui disait: «Si tu veux vendre, demande des conseils. Si tu veux des conseils, essaye de vendre». Hmm. Très juste.
Et du coup, j'ai fait que demander des conseils. Et ben, au bout d'un moment, après, donc, soit ils veulent bosser avec toi, soit ils te recommandent, soit ils appellent leur service RH parce qu'ils sont dans des grands groupes et ils disent, ouais, le petit gars, il est pas mauvais là. Donc, si on a besoin nos équipes ont besoin d'un coach, c'est lui qu'il faut appeler. Et du coup, tous ces groupes dans lesquels il faut montrer patte blanche, background, certification, machin, diplôme, bah, Jérémy, il est dedans. D'où est-ce que tu puises cette audace? Bah, je sais pas si c'est de l'audace en vrai. Je pense que Ah, qu'on le c'est veuille ou non, c'est audacieux. Alors peut-être que toi, c'était pas câblé en mode, pour toi, c'est naturel, mais beaucoup vont se dire, oh, jamais j'oserais faire ça. Mais ça paraît bah, simple quand tu le dis. jamais t'oserais interviewer un pote? Allez plus loin. Donne-moi les coordonnées, je vais aller le voir, je vais lui poser des questions, alors qu'au fond de moi, je sais que j'aimerais vendre quand même. Ça reste audacieux, ça reste, tu te mets un peu en danger. Le danger, c'est pas un danger de mort, on est d'accord, mais tu sais comment le cerveau fonctionne, hein. Dès lors qu'il y a une Ouais. incertitude, il voit ça comme un danger de mort. C'est pas comme si je fais un post LinkedIn et puis je vois pas ce qui se passe derrière, c'est bon, j'ai fait un truc. Tu as quand Mm. même une action qui a un impact dans la réalité et donc un retour de cette réalité. À partir de là, il faut quand même être audacieux un minimum. Un minimum. Je pense que il y a deux choses. Moi, je changerais le mot audace, mais comme tu dis, ça peut être de l'audace. Moi, je changerais ce mot en curiosité. Ok. Moi, je suis curieux de voir ce qui peut se passer, tu vois. Cette méthode-là, je l'ai pas inventée, hein. Euh, il y a un gars, il s'appelle Rich Litvin, je sais pas si ça te parle. Tu m'en as déjà C'est parlé, un je crois. coach, un Anglais qui a écrit un bouquin qui s'appelle Profession Coach, qui est un très bon bouquin, je recommande pour ceux Ok. qui va dans ta philosophie, toi aussi, de ta façon d'aborder le coaching, Cédric. Et puis, tu vois, au fil de l'échange, tu t'aperçois que tous les deux, on est plutôt alignés Je le dans savais notre déjà. façon d'aborder. Ouais, on le savait déjà, mais. Donc le gars, en fait, tu vas sur YouTube, tu prends ces trucs, tu as des séances de coaching gratos de lui, donc tu peux passer des heures carrées à modéliser son coaching. Et après, il te donne tout ce qu'il fait, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu vas sur YouTube et tu prends tous ces trucs et tu testes. Et le deuxième truc, donc, c'est d'être curieux de tester. Et le troisième truc que je faisais, c'est j'écrivais tout. Donc, tout le protocole, tout le process, tu vois. J'avais ma petite feuille, puis j'avais ma petite feuille comme ça, et puis je suivais mon truc. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc, tu fais, OK, qui est-ce que je dois appeler? Je dois appeler Stéphanie. OK, j'appelle Stéphanie. Je lui envoie un WhatsApp. Salut Stéphanie. Donc, j'avais mon Ouais, script. Ouais, salut Stéphanie, je suis en train de. Comment tu vas? Tiens, je vais penser à toi parce que je suis en train de pivoter et de lancer un nouveau programme pour les dirigeants. Comme j'ai bien aimé ta vision du leadership, j'aimerais beaucoup t'interviewer sur ta vision. Est-ce que tu aurais 30 minutes à m'accorder un jour? Ce serait super. Merci beaucoup. Encore une fois, play, pause, notez exactement ce que je viens de dire. Donc forcément, Stéphanie, elle dit oui. Tu passes 30 minutes avec Stéphanie. Ensuite, Stéphanie, elle te fait penser à un gars. Et elle te dit pourquoi un gars ou une nana. Hein, elle te dit pourquoi cette personne, ce serait génial. Ensuite, elle te met en relation avec cette personne. Donc de toute façon, tu n'as pas de rejet. Je me rappelle un des entre guillemets, tout en haut, il me dit, je sais pas comment tu as fait pour obtenir une interview avec moi. J'accorde jamais d'interview. Dans ma tête, je souriais, je dis, mec, c'est ton pote qui m'a introduit. T'allais pas dire non à ton pote. Ah non, mais ouais, mais c'est bien parce que c'est étape par étape, quoi. C'est step by step et tu as vraiment cette capacité de modéliser les choses et Mais d'appliquer. grave. Et je pense que ça passe, il y a le côté, tu vois, parce que quand même, pour moi, même si c'est de la curiosité, il faut, moi, je vais coacher des gens dans la rue comme ça pour me mettre un peu en danger, pour aller kiffer, pour tester, ouais, peut-être affronter mes peurs et puis apporter un vent nouveau un peu au coaching parce que je pense qu'on se partage ce côté-là un peu, Mm. côté unique, tu vois, côté extraordinaire, un peu égocentré. Mais euh, même ce que tu as décrit là, eh ben, c'est quand même pas simple pour tout le monde. Mais pour toi, c'est devenu simple parce que tu es passé à l'action et tu t'es confronté à Et la réalité. ouais. Puis ça fait peur un peu au début, tu vois. Ouais, Puis bah je me ouais. rappelle la toute première fois où j'ai proposé, donc, en plus de ça, donc j'avais proposé un coaching à un de ces potes-là, tu vois. Donc un des trois potes, tu vois. Je lui ai dit, bah, si tu veux, tiens, je te propose un coaching, puis je te propose même gratos 4-5 séances. Comme ça, je teste, puisque j'ai jamais fait de coaching de leader comme toi et tout. Et il m'a dit, vas-y, pourquoi pas. Je me rappelle, première séance. Donc, j'étais un peu stressé quand même, parce que même si c'est un pote, tu fais un truc nouveau. Donc, là, c'est aussi la capacité à agir quand tu es
quand ça fait peur, tu vois. Donc ça se travaille, hein, c'est un muscle. Il faut faire des trucs petits au début et petit à petit, machin. Puis je me rappelle, on fait le début de la séance et je lui dis, bah, tu veux avancer sur quoi? Et il me dit, bah, je sais pas, c'est toi le coach. Sauf que moi, avant, je faisais du coaching de vie. Donc, c'était trauma, phobie, arrêt de la cigarette. Donc, les gens, ils savent pourquoi ils viennent, tu vois. Ouais. Là, le mec, il me dit, bah, vas-y, dis-moi. Et là, je suis là, putain, merde, Dur. qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et j'ai galéré pendant 1 heure et quart et ça s'est plutôt pas trop mal passé pour lui. Mais moi, à la fin, j'étais là, oh, je suis nul, Hmm. n'importe quoi et tout. Puis après, bah voilà, quand tu es coach, tu connais certains outils, donc le pouvoir des questions, genre comment je pourrais faire différemment? Puis au début, tu as pas ta réponse, puis tu te reposes la question, comment je pourrais faire différemment? Et puis tu as toujours pas de réponse, puis tu te reposes la question, comment je pourrais faire différemment? Puis au bout d'un moment, tu as Ouais. une lumière qui s'allume. Bah, tu sais quoi? En fait, la magie du coaching, elle réside dans le pouvoir des discussions au départ. Donc fais-le parler de ce qu'il a en ce moment, de ce qu'il va avoir dans les semaines à venir, et en fait, le sujet, il va émerger. Ouais, complètement d'accord. Bah, 900 ou 1000 séances de coaching plus tard, j'en suis à 1002 ou 1003 en tout, et je l'expérimente dans Hmm. 80% des cas. En fait, Je ni suis moi ni complètement d'accord. l'autre ne savent de quoi on va parler avant de se connecter, tu vois. Mais alors là-dessus, pour le coup, je sais qu'on se rejoint sur plein de choses, mais alors sur ça, moi c'est comme ça que j'enseignais quand j'étais responsable formation de coaching. Je disais aux personnes, juste tu l'écoutes et tu rebondis sur ce qu'il dit. La richesse, elle est chez l'autre. Et c'est comme ça que je fais dans la rue d'ailleurs. Comment tu te sens? Et c'est parti quoi. Il y a toujours Bah une ouais. réponse différente qui sort. Il y a toujours un mot différent, une intonation, une tonalité, une émotion, une posture. Et c'est à partir de là qu'on attrape et qu'on y va et qu'on défile un petit peu le fil. J'ai plein de questions, on va avancer parce qu'il y a déjà 17, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Euh, c'est quoi ta vision du coaching pour le futur? Ouf, c'est une grande question, ça. C'est une grande question, ouais. Et qui implique de grandes Qu'est- qu'est- responsabilités, hein. ouais, qu'est-ce que tu appelles vision du coaching? Comment tu vois le Est-ce que... marché du coaching évoluer? Ah, ok, d'accord. Euh, Il y a quelqu'un, je lisais ou j'entendais un biologiste à propos de l'évolution du monde récemment qui disait on est en train de passer d'une période d'une ère des moyennes à une ère des écarts types. Ok. Euh, donc, que ce soit en termes d'inégalité sociale, d'intensité et de fréquence des événements climatiques violents ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Donc, tout va plus vite et tout est de plus en plus extrême. Je pense que le coaching ne va pas échapper à cette règle. C'est-à-dire, Ok. il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup et de plus en plus de coachs qui vont galérer, qui n'en feront jamais grand-chose. Et il va y en avoir quelques-uns qui sortiront du lot, mais par contre, ils sortiront vénères du lot. Hmm. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est possible qu'il se passe quelque chose comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'avais jamais entendu cette vision-là. Ça me fait faire une petite transition avec les réseaux sociaux. Euh, Parce que dans ce que tu dis, je sais que t'as ce côté, toi, je sais que tu as ce côté, tu me dis si je me trompe, parce que je vais pas mal le dire, mais tu as ce côté, t'as du mal avec les fausses promesses sur les réseaux sociaux. Comme Mm. beaucoup de gens, mais toi, tu as l'audace ou la curiosité, je sais pas, de le dire. Des fois, tu l'affirmes sur les réseaux sociaux, et je sais qu'on avait un échange là-dessus très intéressant enfin bref, sur ça. Comment toi, tu vois les réseaux sociaux, comment tu l'utilises à ton profit? Ouais. Et bah, déjà, juste cette question. Comment tu vois les réseaux sociaux et l'utilises? Bon, euh, pour expliquer en quelques minutes, donc avant d'être sur LinkedIn, je faisais comme la plupart d'entre nous, j'avais mon compte Facebook et mon compte Instagram et j'aimais bien écrire des trucs et donc j'écrivais des trucs et c'était cool pour mes potes, mais ça a jamais décollé, même quand je commençais à essayer d'écrire des trucs quand j'étais coach de vie. Ça marchait pas et donc j'ai arrêté et je faisais ma petite vie et par tout mon système de recommandations et puis de Hmm. contacts, là, j'ai aucun souci pour trouver, comme je disais, pour monter jusqu'à 70 000 euros, enfin moi c'était jusqu'à 77 000 euros, j'avais pas besoin de réseaux sociaux, quoi. Hmm. Voilà. Pourquoi j'ai commencé LinkedIn? C'est parce que je me suis dit, mec, ton histoire elle est quand même cool. Tu t'es toujours dit qu'il faudrait que tu écrives un livre, mais en fait, t'as pas la motivation de l'écrire juste pour ta mère et ton meilleur pote. Donc pourquoi pas t'amuser à essayer de créer une audience.
C'est pour ça que je suis arrivé sur LinkedIn. C'était pas pour trouver des clients ou vendre quoi que ce soit. Et donc, je me suis dit, mais cette fois, j'ai envie de jouer. Et donc, pour jouer, il faut apprendre les règles du jeu. Et là, je suis tombé sur une formation gratuite, extraordinaire, en anglais, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais c'est de l'anglais de français parce que c'est Guillaume Moubèche de l'Emlist qui a créé cette formation sur comment utiliser LinkedIn. Franchement, cette formation, j'aurais pu la payer 1500 balles. Elle est gratos, elle est disponible en ligne. Là, on pourra mettre les liens si vous voulez. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Personal Branding ou un truc comme ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc. Et tu disais, tu es bon en modélisation. Hmm. Je pense qu'il y a juste un truc qu'il faut comprendre à propos de la modélisation. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la musique dans ta vie, toi? Non. Ok. Quand tu fais de la musique, que ce soit de la guitare, du piano ou quoi, pour débuter, tu fais une chose très très simple. Tu prends ta guitare, tu mets une partition et tu joues les notes une à une et tu n'essayes pas d'improviser en te disant ouais, je suis unique, j'improvise. Tu lis tes notes, tu joues tes notes au début doucement et tu fais ça 10, 20, 30, 50, 100 fois et tu ne réfléchis pas. Et je pense que l'art de la modélisation, c'est arrêter de croire qu'on est intelligent et juste appliquer sans réfléchir ce qu'on te dit. Tu vois, il y a MrBeast qui est le numéro 1 mondial sur YouTube. Souvent, on lui demande, est-ce que tu pourrais me donner un conseil? MrBeast, il dit, prends d'abord la stratégie, fais 100 premières vidéos, et une fois que tu auras fait tes 100 premières vidéos, tu viendras me demander un conseil. Et en fait, j'ai fait ça, tu vois, j'ai pris ce cours, et juste j'ai appliqué bêtement. Et j'ai fait ça pendant 100 jours, puisqu'ils disent qu'il faut faire ça pendant 100 jours au début. Donc j'ai fait ça pendant 100 jours. Puis au bout de 100 jours, tu commences à comprendre des choses, et puis ça commence à marcher. Puis là, tu commences à avoir de l'attraction. Mais c'était jamais pour trouver des clients. J'ai jamais optimisé. Encore aujourd'hui, il n'est pas optimisé pour trouver des clients, mon profil, tu vois. Hmm. Et sauf que de traction en traction, puis tu découvres des trucs, tu vois de plus en plus comment ça fonctionne, en fait, ce truc-là, et puis ça marche de mieux en mieux. Et puis fin de première année, tu as déjà 7 millions d'impressions sur les réseaux. Et puis forcément, là, quand tu commences à avoir de l'attraction, qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'écris un post sur Profil Disque et je reçois un petit message privé. Ah, super intéressant votre post. Il avait fait 400 000 vues. Super intéressant votre post. Dommage que vous soyez si loin. On aurait bien travaillé avec vous sur le sujet de la communication. Signé Charlotte, responsable formation, une des plus jolies boîtes de luxe de France et du monde. Donc, quand tu reçois ça, tu dis bonjour Charlotte, merci pour votre message. Et là, tu n'essayes pas de vendre comme un bourrin, tu fais ce qu'on fait d'habitude, tu crées de la connexion et tu t'intéresses à l'autre. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le poste et qu'est-ce qui vous fait dire que ça pourrait être intéressant par rapport à votre projet? Et là, du coup, elle répond et ensuite tu dis finalement, le Pays Basque, c'est pas si loin que ça de là où vous habitez, alors que c'est de l'autre côté de la France. Et tu te retrouves à bosser avec cette boîte et à faire et avoir un chiffre d'affaires extraordinaire rien qu'avec cette boîte. Et petit à petit, tu as de l'attraction qui se crée comme ça, en fait. Alors, là, je te la fais en mode simple. En fait, dans la formation, là, ils t'apprennent comment connecter avec les gens par message, mais c'est ce que tu fais aussi, toi. Oui, bien sûr. Et en fait, comment créer de la relation et comment t'intéresser à l'autre pour qu'à un moment, quand l'autre il a un besoin ou que toi tu vois un besoin, ça puisse créer du business potentiellement, quoi. Mais tu passes combien de temps, toi, sur LinkedIn par jour? Aujourd'hui, ramené à la semaine, je pense, aujourd'hui, je dois passer entre 7 et 10 heures. Ok. Donc 1 heure à 1 heure et demie par jour. Ok. Ouais, c'est bien de comprendre aussi le temps qu'on y passe et de le ramener au temps qu'on passait avant dans les entreprises à faire des tableaux Excel. Bon, à chaque fois je le dis ça et je vais me répéter, mais c'est pas si ça va. Hein, il y en a qui ont des vies Ouais, plus compliquées, quoi. Et ouais. comment tu vois l'évolution de parce que du coup, tu l'as pris comme un support pour écrire un livre, entre autres, pour développer une audience. Ça a marché, force est de constater, parce que tu as plus de 30 000 abonnés aujourd'hui. Moi, des fois, j'ai des coachs qui me parlent de toi, hein, qui me disent, ah, tiens, j'aime bien ce qu'il fait pour les dirigeants, tu sais, t'es positionné sur les Ouais. dirigeants, etc. Euh, ouais, comment tu vois l'évolution? Comment tu vois la suite, du coup, avec ça? En vrai, je suis curieux. Je sais pas, tu vois, j'ai pas de plan précis par rapport à mon marketing et l'influence que je peux avoir sur LinkedIn.
fait, je suis curieux de voir. Tu sais, c'est un peu mon état d'esprit aussi d'agronome, d'ingénieur agronome. Hmm. Parce que tu apprends quand tu es ingénieur agronome, tu apprends deux choses. C'est que pour, si tu veux avoir des trucs qui poussent dans ton champ, il faut semer des graines et il n'y a pas 100% de tes graines qui vont pousser. Ouais. Donc déjà, il faut juste planter des graines, juste pour s'amuser à planter des graines. Et la deuxième chose que tu apprends, c'est quand tu plantes une graine et qu'elle commence à pousser, par exemple une graine de tomate, tu n'attends pas de récolter la tomate le lendemain. Il va falloir attendre quelques mois avant d'aller récolter la Ouais, tomate, ouais, sinon ouais. tu vas bouffer une pousse avec une racine dégueulasse, tu vois. Et je pense que ces deux choses, et je l'aborde autant dans mes relations, tu vois, hors LinkedIn, que dans mes relations. Une fois, tu vois, via LinkedIn, je croise un gars qui est aujourd'hui un partenaire de boulot avec qui on bosse bien, on fait des chouettes trucs, tu vois. Et puis on se croise, il habite, enfin, il a de la famille pas loin de chez moi, donc on va prendre un café, puis on se raconte nos vies. Et puis il me dit, bah, qu'est-ce que t'attends de moi? Et je lui dis, bah, juste de voir si t'es un mec cool. Tu sais, j'ai pas besoin de toi pour bosser, donc c'est juste de voir si t'es un mec cool, parce que si t'es cool, peut-être qu'un jour on aura l'opportunité de faire du business ensemble. Et je pense que ça lui a plu, et c'était sincère, tu vois. En fait, j'avais juste pas envie de lui vendre quoi, ou de lui dire, je lui dis, mais je suis pas en train de te dire, s'il te plaît, trouve-moi du boulot. Et LinkedIn, c'est pareil. Je pense que je sais pas, chaque jour, je suis là, des fois, je connecte avec des gens, je fais, oh, truc de ouf, tu vois. Et puis en fait, et puis voilà, et puis parfois tu as des gens, c'est peut-être même pas ceux avec qui tu as connecté, des fois tu en as d'autres qui te contactent et puis tu es là: Hmm. «Waouh, mais ils me contactent et puis on va bosser ensemble» et puis voilà. Ouais, moi j'aime bien parce que bah, les réseaux sociaux, entre autres, et les fausses promesses, comme on dit, nous font croire qu'il y a un peu cette culture de l'immédiateté, mais toi tu vois les choses sur un temps long. Et le jeu aussi. J'ai Ouais, l'impression que tu joues beaucoup dans le sens positif ouais, du terme. Et moi ça me va parce que pour moi la vie et l'entrepreneuriat, ça doit être un jeu. Et je trouve que je te ouais, retrouve beaucoup ça chez toi. ouais. Mais c'est ultra important ce que tu viens de dire. Ouais. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est pas un truc court terme. Moi, j'ai commencé à avoir mes tout premiers clients qui sont arrivés via les réseaux sociaux après plus d'un an de poste. Ouais, mais c'est bien Et de quand je dire. dis plus d'un an de poste, c'était 250 postes par an, hein, la première année, hein. Et au début, je passais 35 heures semaine pendant les 3 premiers mois, hein, sur LinkedIn. Donc, si on n'est pas prêt de passer 35 heures semaine, c'est carrément OK, mais ça veut dire qu'il faut considérer que ce sera pas peut-être pas un an, ce sera 2 ou 3, tu vois? Hmm. Donc c'est du long term game, comme dirait, c'est un jeu à long terme, les réseaux sociaux. Donc il faut savoir pourquoi on joue, et il faut trouver du plaisir à jouer sans le résultat des clients de suite. Sinon, mieux vaut aller faire de la recommandation ou utiliser des trucs comme ça, parce qu'on Hmm. va s'épuiser, quoi. Ouais, c'est super important que tu le précises. Et quelqu'un comme toi qui a en plus une audience, donc du succès, et que d'autres coachs regardent et se disent, ah, j'aimerais bien être comme lui. J'aime beaucoup que tu le dises avec transparence. Et oui, c'est long, c'est pas 3 postes et j'ai des clients. C'est pas le. Bon, j'ai rien contre ceux qui disent ça, mais c'est pas le contenu magnétique qui fait que les clients arrivent, quoi. Et c'est pas Non, le tunnel parfait qui fait que. Non. Oui, il y a des systèmes qui permettent d'accélérer des choses, mais quand on parle exactement. d'accélération, il faut qu'il y ait une base qui soit C'est là, qui ça. permette d'accélérer. Sans la base, il n'y a Ouais, pas d'accélération. Après, il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer, pour mettre une base rapidement, mais ça prend du temps, quoi. Et ça prend c'est du temps. super important. Et aujourd'hui, moi, j'en vois plein qui arrivent en mode, au bout de 3 postes, putain, j'ai pas de clients. Mais attends, si tu crois que c'est si facile. Déjà, la vie, elle veut pas que ce soit si facile. Déjà, premièrement. Bah ouais, Et puis, les gens, à un moment donné, toi, t'achètes pas sur 3 postes, quoi. Non, mais c'est bah important, non. merci de le préciser. Même si, à l'inverse, faut pas se dire, ça marche pas, c'est long. Non, il y a Ah des non! chansons. Parce que toi, je sais que, par exemple, genre, la prospection, c'est pas un truc que tu fais, je crois, de mémoire, naturellement, comme ça, ou peut-être que tu as changé. Ben en fait, et c'était intéressant parce que sur nos échanges de Ouais, posts, un de tes posts récents, tu mis prospection égale créer une relation. Et ouais. du coup, là, depuis le début, je peux te dire que je fais de la prospection en mode vénère dans ce cas-là, Ah, tu vois. donc tu as quand même parlé aux gens, alors. Ouais, grave. Ok. Pas tous les gens, mais tu vois, il y a un petit hack tout simple. Je partage un petit hack tout simple sur LinkedIn. Bon, premier hack, on a dit, fais tes 100 premiers posts avant d'aller voir Cédric et de dire que ça marche pas. Deuxième hack tout simple. Tu fais un post, tu as 12 likes ou 18 likes. Tu Hmm. regardes sur ces likes. Au début, il faut pas être sélectif. Et Caroline Mignot, au début, elle dit, il faut laisser faire la sérendipité ou un truc comme ça. Hop, Ouais, il est placé celui-là. bien joué. Et donc au début, quand tu n'es pas connu, tu n'es pas sélectif. Tu prends tous les gens qui ont liké Hmm. et tu les demandes
en connexion. Et si tu as la possibilité d'envoyer des messages, à l'époque, moi, il y a 2 ans, on pouvait envoyer des messages quasi illimités, tu vois. Mais si tu n'en as que 2 par mois, fais-le avec les 2 par mois et t'envoies merci pour ton like, au plaisir de se connecter. Absolument. Et tu fais ça. Et en fait, ça, c'est un hack, mais tellement sous-coté et tellement puissant. Et au départ, tu bourrines juste ça. Et en fait, par effet de, tu rentres en relation 1, donc lui, tout son réseau va commencer à voir tes posts, et puis ça va faire effet boule de Ouais, neige. c'est très très juste. On va clôturer ce chapitre-là et même on avance bien, mais euh, enfin, comme tu dis, quoi. Moi, c'est tout le temps juste merci d'avoir interagi. Point. T'attends rien. La personne qui répond, derrière, tu peux introduire une conversation et voir ce que ça donne. Grave. Elle a mis le pied dans la porte. Allons-y si on a envie d'ouvrir la porte. Après, ça dépend d'une logique de vente ou pas, hein, comme tu l'as dit. Ça dépend de l'intention de départ. Très chouette, très très chouette. Et tu vois, c'est quoi ton plus gros succès sur LinkedIn en poste, comme ça, juste pour savoir? Je crois que le plus gros du plus gros, c'est un post sur le disque qui a Ok. fait 850 000 vues, un truc comme ça. Ah ouais, c'est solide là, hein. Ouais. Tu dois être souvent sur le téléphone pour dire mais qu'est-ce qui se passe, ça bug, il y a un truc là, non? Ouais, ouais. Bon, après, ouais, j'ai pas les notifications sur mon téléphone, Ah donc là là, il va banaliser le truc. Ouais, tu sais, on s'en fout. Non, mais t'as raison de pas mettre les notifications parce que sinon on devient fou. ouais, voilà. Donc, non, mais par contre, là, je deviens pas fou en mode: «Oh là, il explose», parce que ça fait pas bip, bip, bip. Par contre, je suis là: «Ouh là là, il faut que je réponde Et à ouais, à chaque commentaire», il y a et ça, du ouais. coup, là, tu as du taf, ouais. C'est quand tu as Ouais. un post Ouais. qui fait plus de 200 000, il y a Pouah. du taf, ouais. Parce qu'en plus, toi, t'es super, tu réponds à tout, tu vas commenter beaucoup de gens, tu fais partie de ceux qui jouent le jeu, quoi. J'écris quelque chose, on m'écrit, bah, je réponds. Bon, c'est ok s'il y en a qui jouent pas le jeu, mais toi, tu joues le jeu, quoi. Mmh. Tony Robbins, il disait ça, hein. Il dit: «Si tu veux avoir une vie extraordinaire, prépare-toi à donner avant de recevoir», hein. Ah ouais, ouais. T'aimes bien Tony Robbins. Tu préfères, euh, je trouve que tu as aussi une connotation, peut-être je me trompe, David Laroche aussi, ça te parle aussi ou pas plus que ça? Ou t'es vraiment purement Tony Robbins? Disons que David Laroche, j'ai découvert via l'algo au départ, quand j'ai découvert le D'accord. coaching. En fait, l'algo m'a emmené sur David Laroche. Et donc, Ouais. au tout début, quand je voyais David Laroche qui aidait des gens à sortir de traumatisme en 1 heure et demie, je me disais, mais c'est magique, je veux faire la même chose, quoi. Et Hmm. donc, j'ai pas mal modélisé au début. Puis après, j'étais assez vite quand même, j'ai basculé chez les Américains, quoi. Ouais, ok. Euh, il est pour quand ce livre alors, maintenant que tu as 30 000 personnes sur LinkedIn? Et je vais être obligé de m'engager publiquement. En fait, je vais commencer non pas par le livre de ce que j'ai vécu, parce que ça nécessite un peu de travail d'écriture narrative pour pas faire un truc relou, quoi. Hmm. Mais je vais commencer par quelque chose qui est un peu plus simple et qui va être super intéressant. Je te partage vraiment ce que j'ai pensé hier dans la douche. Enfin, en gros, je veux écrire un livre sur tout ce que j'ai compris du leadership et de la communication, tu vois. Donc, c'est plus un livre pro et c'est plus structuré, c'est un peu plus facile à écrire, mais je vais en profiter. Parce que c'est pareil que quand au début tu abordes en disant: «Ah, je suis en train de montrer un programme». Là, tu peux aborder des gens pour dire: «Ah, je suis en train d'écrire un livre et j'aimerais avoir votre vision sur machin et tout», et ça va être une occasion pour moi de me relancer dans une série d'interviews de personnes qui sont encore plus inspirantes ou tout autant inspirantes, mais de relancer ce cycle et de pouvoir écrire ce livre, mais pas en étant tout seul, en ayant la vision et la philosophie d'un certain nombre de personnes qui m'inspirent et que j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger de vive voix avec eux, quoi. Donc Ouais, c'est une pas belle mal. occasion. Écoute, joli projet. Qui serait quelle est la personne qui t'inspire le plus et que tu aimerais avoir en interview? Oh, il y en a plein. Il y a Maud Bailly qui est la CEO de Accor Hotel, Sofitel, si je dis pas de bêtises, qui a une vision vraiment intéressante du leadership. Tu as Hubert Joly, qui est ancien CEO de Vivendi Universal et qui est allé aux États-Unis aussi pour redresser une boîte et qui l'a fait avec une vision humaine qui est vraiment intéressante. Il y a Mélanie Perkins, elle, si je l'interviewe, elle, c'est ouf. C'est la CEO de Canva. Ah ouais, ok. Ils ont une vision extraordinaire avec son conjoint qui est le cofondateur. Genre, ils se payent totalement genre un salaire modique. Ils,
ils sont cotés, ils ont une valo qui est extraordinaire et en fait, ils s'en foutent et ils ont une vision centrée sur l'humain et sur comment accompagner les collaborateurs qui est complètement extraordinaire. Et ouais, elle, si je peux l'interviewer, ce serait ouf. Hmm. Ok, Mélanie Perkins. Euh, on va bientôt terminer. Tu nous as parlé au début dans ton récit de ton grand-père qui t'a inspiré sur les études que tu as suivies. Il est encore là ou il est plus là? Non, il est plus là, ouais. Ok. Tu penses qu'il dirait quoi de toi aujourd'hui? Bonne question. Très bonne question. Je pourrais dire, bah, content que tu aies suivi ta voie et que tu t'éclates. Merci Jérémy, j'aime beaucoup cette vision du monde comme un jeu. Je pense que tu as beaucoup joué dans ta vie et bravo pour ça. Bravo pour là où tu en es, bravo pour le parcours que tu parcouru, c'est un peu redondant. Et surtout, bravo pour avoir... euh, moi, je vois quand même quelqu'un qui a réussi à surmonter les épreuves et les peurs pour en faire un jeu et pour essayer d'inspirer un maximum de personnes. Et moi, ça me parle beaucoup ce que tu es avant d'être ce que tu as fait, mais aussi ce que tu as fait, bien sûr. Je pense et je te souhaite évidemment tout ce que tu mérites pour la suite et je serais content de dire il est venu dans mon podcast. Donc je te souhaite d'être le prochain Tony Robbins ou autre chose que tu veux. Je te pose juste deux dernières questions comme ça rapides. Euh, c'est quoi la musique que tu écoutes quand ça va pas? Hmm. Tu sais, je suis comme François Daen, moi, je suis pas un spécialiste de la musique. Il y a, si, il y a un truc qui me revient. Attends, comment ça s'appelle? C'est Michael Kinauka. Oh, faudrait que je Attends, mais te. tu sais que j'ai écouté ça juste avant le podcast? Non, mais c'est C'est improbable. vrai? Ah, je te jure. Ah, pourtant, mais je l'écoute quasiment jamais ce truc. Mais ouais, j'ai écouté juste avant. Improbable. En fait, c'est un ancrage parce que j'ai écouté ça quand j'étais à un moment perdu dans les Himalayas, en face des 8000 et que j'étais tout seul et que je vivais Waouh. un espèce de moment d'extase extraordinaire. Et donc, à chaque fois, c'est un espèce d'ancrage, cette musique, ouais. Ok. Si tu avais un conseil lecture à nous donner, Euh, le plus basique, ouais, il est classique, hein, mais il est extraordinaire. J'ai dû le lire 10 fois. Comment se faire des ennemis, ah ben, Dale tu sais, Carnegie. c'est marrant parce que quand tu parlais au tout début, j'allais te dire, j'entends du Carnegie, Carnegie, ouais. Carnegie dans tes mots. Donc ça me surprend pas. Comment se faire des amis Dale Carnegie, effectivement, à lire plusieurs fois parce Extraordinaire. qu'il est beaucoup plus subtil que ce que l'on pense et surtout que ce que le titre laisse paraître. Complètement d'accord. J'ai aimé, d'ailleurs, je l'ai plus aimé la deuxième fois que la première fois que je l'ai lu ce livre. J'ai dû le lire deux fois. Euh, trop bien. On n'a pas abordé le sport et le trail qui est une passion commune. Tiens, allez, ce serait quoi ton trail rêvé, toi, ou ton objectif rêvé de trail? Ah. Un trail avec toi, avec Raph, avec tous les copains du trail de LinkedIn. Ça, ce serait mon trail rêvé, où on puisse triper tous ensemble sur un Ah, truc assez long pour y aller eh ouais. doucement, tu vois, genre un 80 ou un truc comme ça. Ça, ce serait cool. Bah écoute, je nous le souhaite avec la bonne bière de la fin. Merci beaucoup, Jérémy. Le mot de la fin pour toi? Eh ben, je te retourne le merci. C'était super inspirant. Des questions qui m'ont permis de partager des choses que j'ai partagées nulle part ailleurs et que j'ai jamais partagées. Et donc, c'était chouette de pouvoir aborder ces choses-là de la vie avec toi. Donc, merci beaucoup pour tout ça et hâte de voir la suite pour toi aussi. Donc, non, merci encore. Bah, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter? Ah bah, je crois que tu as la réponse, hein. Allez, go LinkedIn. sur LinkedIn, les amis. Vous trouverez Jérémy Coinon. Foncez, les quatre accords Coinon en plus, c'est bientôt dans la librairie. Merci Jérémy, j'espère que l'épisode vous a plu. Et puis faites-nous des commentaires, tiens, dites-moi un petit peu, je le dis rarement, mais dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de l'échange, parce que là, il y a beaucoup de choses et vous avez pris plein de notes, comme à chaque fois Jérémy disait de faire pause. Merci beaucoup Jérémy, à bientôt. À bientôt.